On a simplifié un sujet en réalité assez complexe en une règle simple. Sucre égale danger. Et ça me titille un peu. Parce qu'en faisant ça, on est passé à côté d'une subtilité hyper importante. Physiologiquement, qu'on le veuille ou non, du sucre, c'est du sucre. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le problème à l'envers. Pas en se demandant comment éviter le sucre, mais en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment quand le corps reçoit du sucre. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que le sucre est bon ou mauvais. La vraie question, c'est qu'est-ce que le corps en fait et à quel moment ça devient un problème. Si je vous dis sucre, vous allez probablement penser à quelque chose de très précis. Un soda, des bonbons, un gâteau ou tout simplement ce petit carré blanc. Et c'est normal. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Quand on mange du riz, des pâtes, du pain, un fruit, un jus de fruits, un bonbon, un soda, on mange ce qu'on appelle au sens large des glucides. Dans cette grande famille, il existe plusieurs formes de glucides. Mais il y en a une qui nous intéresse plus que les autres, les monosaccharides. Mono pour un, saccharide pour sucre, donc littéralement un sucre, parce que c'est composé que d'une seule molécule de sucre. Si cette forme nous intéresse plus que les autres, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle contient les 3 sucres de base, que vous connaissez déjà tous probablement parce que vous êtes des monstres en nutrition. Le glucose, le fructose et le galactose. Et la première chose à comprendre, c'est que tous les glucides, qu'ils viennent de pâtes, de pain, de riz, de fruits, de bonbons ou de votre cookie préféré, ne sont en réalité qu'une combinaison de ces 3 sucres-là. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est juste mal expliqué. Si on attribuait une lettre à chacun de ces 3 sucres, A pour glucose, B pour fructose, C pour galactose. On pourrait dire que les glucides sont un peu comme des mots uniquement composés de ces 3 lettres. Alors, parfois ça donnerait des mots très courts de 1 ou 2 lettres, comme dans la famille des sucres simples, parfois beaucoup plus longs, plusieurs dizaines voire centaines de lettres, comme dans la famille des glucides complexes. Mais à l'intérieur, c'est toujours la même chose. Glucose, fructose, galactose. Rien d'autre. Ça, c'est la première chose à retenir. Maintenant, on pourrait se demander, mais pourquoi le corps ramène toujours tout à ces 3 lettres ? C'est assez simple en fait. Vous savez le jeu pour enfants où il faut faire passer les formes dans les bons trous. Un carré par-ci, une étoile par-là, un triangle, un rond. Il faut savoir que notre barrière intestinale fonctionne un peu comme ça. Elle laisse passer que des molécules suffisamment petites et très spécifiques. Et en ce qui concerne les glucides, il n'y en a que 3 qui passent. Et si vous avez bien suivi, vous devez avoir deviné lesquels. J'écoute. Glucose, fructose, galactose. Du coup, si on mange des glucides composés de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de lettres, qu'est-ce qui se passe ? Le corps ne va pas avoir le choix que de couper les liaisons qui relient les lettres les unes aux autres pour se retrouver uniquement avec les 3 molécules de base qui s'est laissé passer. Si vous avez compris ça, honnêtement, vous avez compris une grosse partie de la vidéo. Et surtout, ça vous permettra de plus tomber dans un piège bien connu. Celui de penser que le sucre d'un aliment peut être meilleur qu'un autre. Parce que physiologiquement, c'est faux. À partir de là, le vrai sujet n'est plus d'où vient le sucre. Mais qu'est-ce que le corps va en faire ? Et c'est ici que ça devient intéressant, parce que c'est précisément ici que beaucoup d'entre vous se trompent. On fait tous la même erreur. Toi, moi, lui, Et moi. elle là-bas là. Nous sommes Claudine et Annie. Pendant que nous, on voit la nourriture en bien ou en mal, le corps lui ne fait absolument aucune différence. Il ne voit ni la réputation, ni l'étiquette, ni l'intention. Quand il reçoit un aliment, boum, ça passe dans une chaîne de production préprogrammée, et il fait ce qu'il sait faire depuis des centaines de milliers d'années. Et après ça, il n'est plus question de riz, de pâtes, de pain, de fruits ou de soda, parce que le sucre n'est plus dans l'aliment, il n'est même plus dans les intestins, il est dans le sang. Et une fois dans le sang, tout devient encore plus simple, parce qu'il existe une règle fondamentale, c'est que le glucose est la seule molécule que nos cellules peuvent utiliser directement, comme ça, tel quel. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Concrètement, ça veut dire que si vous mangez un aliment ou un repas avec plein de glucides différents, la molécule de glucose sera la seule à pouvoir passer tout le système digestif, arriver dans le sang et être utilisée par le muscle ou un autre organe qui en a besoin directement.
C'est exactement pour ça, typiquement, que quand on fait un malaise à cause d'une activité physique trop intense, on nous donne souvent un petit carré de sucre. Parce que le sucre blanc, c'est du saccharose. Le saccharose, c'est un mélange de glucose et de fructose. Et donc, une fois dans l'intestin, ça va être très rapide. Il suffit juste de couper une seule liaison. Du glucose va arriver dans le sang et va pouvoir être utilisé par les organes qui en ont besoin. Et direct, boum, l'ouragan. ça met un petit coup de boost. Le fructose et le galactose, même s'ils passent la barrière de l'intestin avec le glucose sans avoir besoin d'être découpés, vont eux d'abord devoir passer par le foie. Et que fait le foie? Il les transforme en glucose. C'est exactement pour ça que le glucose est considéré comme la source d'énergie de référence. Donc retenez bien que peu importe que vous mangiez du riz complet ou du riz blanc, un gâteau ou un fruit, ou un jus de fruits, au final, le corps va toujours tout ramener à la même molécule. Le glucose. C'est pas une opinion, je dis pas ça pour faire chier tous ceux qui pensent que le sucre c'est un poison, c'est juste une réalité physiologique. Et pourtant, beaucoup de gens l'ignorent. Une fois j'avais fait une vidéo sur Insta où je compare une canette de coca et une bouteille de jus de fruits. Et sans plus attendre, je vous laisse admirer les réactions. Alors, dans le jus c'est du sucre de fruits, donc c'est meilleur. Il y a une différence de sucre. L'un est naturel, l'autre est chimique. D'ailleurs, pour cette notion de naturel-chimique, j'avais déjà fait une vidéo où je retrace toute l'histoire du sucre depuis sa découverte jusqu'à aujourd'hui, qui explique que, en réalité, le sucre n'a jamais changé, mais que c'est le contexte dans lequel on le consomme qui, lui, a profondément changé. Mais bref, la suite. Mais alors, rien à voir. L'un est du bon sucre, et l'autre, un poison. N'importe quoi. Le sucre des fruits n'est pas le même que le sucre contenu dans les sodas. Allez, un petit dernier. Non mais quel teuteux. Le sucre naturel d'un fruit et le sucre blanc raffiné, c'est deux choses différentes. Il sort d'où ce mec? Sérieux, faut que quelqu'un l'arrête, il est ridicule. Ah. Le scorpion qui est en moi avait simplement envie de retrouver l'adresse de cette personne et de le confronter, voir qui a raison ou qui a tort. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais bon, on va répondre intelligemment, parce que vous savez quoi? C'est logique de penser comme ça. En fait, on nous a appris à penser comme ça. Sauf que là, ce qu'on vient de voir avec ces différents messages, c'est qu'on parle plus de perception que de biologie. On associe naturel à bon, transformé à chimique. Mais avec ce qu'on vient de voir, on peut analyser ça différemment. Le corps va simplement récupérer les mêmes molécules et de toute façon, tout finira en... Vous savez quoi? Il faut pas prononcer son nom. Ce qui change, finalement, c'est pas le sucre en lui-même, c'est ce qu'il y a autour du sucre. Les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les protéines, les lipides, les fibres, des éléments qui au final influencent un paramètre fondamental, la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang. Les fameux pics de glycémie. En gros, pour se sentir bien aujourd'hui et prévenir les problèmes demain, il faut apprendre à lisser la courbe de notre glucose. Le deuxième Voldemort. Exemple, si vous mangez une pomme, vous mangez certes du sucre, puisque dans la pomme, il y a du glucose et du fructose, donc deux sucres simples qui vont passer très très vite la barrière de l'intestin et se retrouver très très vite dans le sang. Mais dans cette pomme, il y a aussi des fibres qui font partie de la famille des glucides complexes. Donc un glucide avec beaucoup de lettres, qui va prendre du temps à être découpé par l'organisme. Et donc, quand les deux arrivent dans l'intestin, la vitesse à laquelle le sucre va passer la barrière intestinale pour arriver dans le sang est plus faible. En revanche, si vous mangez un jus de fruits, les fibres sont plus là, parce que c'est les fibres qui permettent d'avoir à la pomme cette structure solide. Et donc dans ce cas-là, il va y avoir que du sucre qui arrive dans l'intestin, qui va passer très vite la barrière intestinale, arriver très vite dans le sang et déclencher un gros pic d'insuline. L'aliment d'origine est le même, le sucre est le même, mais l'impact est différent. C'est ce qu'on appelle le contexte alimentaire. Autrement dit, c'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est avec quoi vous le mangez. Autre exemple, si votre kiff, c'est de manger un Twix, et que, un jour, au goûter, vous avez envie de vous prendre un petit Twix. C'est majoritairement du sucre, donc ça va arriver dans le sang et ça va créer un gros pic d'insuline. Alors, en soi, il n'y a rien de grave là-dedans. Le problème, ce serait si ça arrive trop souvent. Maintenant, admettons qu'avec ce Twix, vous rajoutiez un skyr pour les protéines, une poignée d'amandes pour les lipides et un fruit pour les fibres. Et dans votre intestin, il n'y a pas que le sucre du Twix qui va arriver. Il y a le sucre, mais aussi des protéines, des lipides et des fibres. Et tout ça va ralentir l'arrivée du sucre dans le sang. Et donc, ce pic d'insuline sera largement inférieur que si vous avez mangé le Twix tout seul. Pour autant, dans les deux cas, vous avez eu votre petit kiff en mangeant un Twix. Nice. Donc oui, physiologiquement, du sucre, c'est du sucre. Par contre, le contexte peut être totalement différent. Et c'est ça que les gens ne voient pas. Le problème n'a jamais été le sucre, l'insuline ou quoi que ce soit d'autre. Le problème, c'est notre façon d'interpréter les signaux et de penser la nutrition en bien ou en mal. On a appris à se méfier de ce que le corps fait naturellement, au lieu de se poser la question « dans quelles conditions il le fait ?»
Le problème, c'est qu'à force de voir le sucre comme un danger à éliminer, on a oublié quelque chose d'essentiel. Le sucre n'est pas un intrus. Le sucre n'est pas là pour saboter votre métabolisme. Il n'est pas là pour vous faire grossir par défaut. Il n'est pas là pour vous piéger. Il est là parce que le corps sait quoi en faire. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que sans lui, le corps ne pourrait pas fonctionner correctement. On parle souvent du sucre comme un corps étranger, comme quelque chose que le corps subirait. Mais il y a un point de départ qu'on a tendance à oublier. Le corps humain fonctionne au sucre. Je veux dire, pas symboliquement, pas un peu, il fonctionne littéralement au sucre. Ce qui explique la règle que je vous ai expliquée tout à l'heure, où je vous disais que quand on parle d'énergie, la molécule de référence, c'est le glucose, et donc du sucre. On va prendre un exemple. Le cerveau. Le cerveau est un organe qu'on appelle glucodépendant. Gluco pour glucose, dépendant pour dépendant, il est dépendant au glucose. Il l'utilise pour se concentrer, pour mémoriser, pour réfléchir, pour prendre des décisions, et surtout, il a une particularité qu'il faut connaître, c'est qu'il ne stocke pas l'énergie. Comme les muscles, par exemple, qui peuvent stocker l'énergie sous forme de glycogène. Non, le cerveau, lui, doit recevoir un apport continu et un apport relativement important, parce qu'on estime qu'il consomme entre 100 et 120 grammes de glucose par jour. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, 100 à 120 grammes de glucose, c'est ce qu'on retrouve dans 360 à 400 grammes de riz pesé cuit. Voilà, et ça c'est juste pour qu'il fonctionne normalement. Alors non, ça veut pas dire qu'il faut consommer 400 grammes de riz cuit par jour juste pour nourrir son cerveau. Déjà parce que pour certains, 10 grammes, ça suffirait. Mais surtout parce que le corps humain a une capacité d'adaptation impressionnante. Quand l'apport en glucides diminue un peu trop, il est capable de fabriquer du glucose lui-même à partir d'autres substrats énergétiques comme les protéines et les lipides. C'est d'ailleurs sur ce principe d'adaptation que repose un type d'alimentation que vous connaissez tous, la diète cétogène, où le corps vient utiliser les acides gras pour fournir de l'énergie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que priver le corps de glucides pour le forcer à produire son énergie autrement n'est pas un mode de fonctionnement normal. C'est une adaptation. Et cette adaptation, elle a un coût. Parce que si vous forcez votre corps à utiliser d'autres éléments que les glucides pour fournir de l'énergie, qui est censé être la voie d'origine, pour compenser, le corps va devoir utiliser des éléments qui, à la base, étaient censés servir à autre chose. Réparer les tissus, maintenir la masse musculaire ou réguler d'autres processus physiologiques. Donc oui, le corps s'adapte. Et il s'adaptera toujours. Mais s'il le fait, c'est souvent au détriment d'autres choses. Les muscles, eux aussi, utilisent du glucose en continu. Que ce soit quand vous faites du sport, quand vous vous levez de votre chaise, ou tout simplement que vous vous retournez dans le lit la nuit, si vous pouvez bouger, c'est grâce à une contraction musculaire. Pour initier cette contraction, les muscles ont besoin de glucose. Le corps utilise du glucose en permanence. Alors au final, qu'est-ce que ça veut dire? Que le glucose est une nécessité biologique pour l'organisme. Alors la question que je me pose, et la question que je vous pose à vous, c'est si le sucre était fondamentalement toxique, si c'était une substance dangereuse par nature, comment expliquer que le corps en dépende autant? Comment expliquer qu'il en fasse une telle priorité, qu'il le produise lui-même, et l'utilise en continu? Ça veut pas dire que tout se vaut. Ça veut pas dire que toutes les formes, tous les contextes, toutes les quantités sont équivalentes. Mais ça pose une base essentielle. Le sucre n'est pas un intrus. Ce n'est pas un poison étranger. Ce n'est pas non plus une anomalie moderne. C'est une molécule centrale du vivant. Et s'il est associé à autant de peur aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est devenu soudainement mauvais. C'est parce que le contexte dans lequel on le consomme, lui, a profondément évolué. Si tout finit en glucose, pourquoi chez autant de personnes aujourd'hui ça fonctionne plus? Pourquoi le sucre semble poser problème là où physiologiquement tout est prévu pour le gérer? Pour comprendre ça, il faut encore et toujours penser contexte. Imaginez un truc. D'un côté, vous plantez une graine dans un sol sec, dépourvu de nutriments et à l'abri du soleil. De l'autre, vous plantez la même graine dans un sol riche en nutriments, arrosé et exposé au soleil. D'un côté, ça va donner une belle fleur, de l'autre, une fleur éclatée au sol. Claqué au sol. Claqué. Pour nous, c'est la même chose. On a tendance à se dire, quand je mange du sucre, il y a ça qui arrive. Alors le problème, c'est le sucre. Mais laissez-moi vous dire un truc. Le problème, c'est pas le sucre. Le problème, c'est le terrain. C'est l'état du corps dans lequel le sucre arrive. Est-ce qu'il est suffisamment en mouvement, par exemple? Est-ce qu'il est fatigué, stressé, sous-alimenté ou au contraire surchargé? C'est ça qui détermine comment le glucose va être traité. Pas parce que le glucose est différent, mais parce que l'état du corps dans lequel il arrive, lui, est différent. À la base, le fonctionnement est simple. Tu manges, le glucose arrive dans le sang,
l'insuline est activée et l'énergie va être redistribuée vers les muscles, vers le cerveau ou vers n'importe quel organe qui en a besoin. Rien d'anormal, rien de dangereux. Le stockage n'est pas un bug, c'est une fonction de survie, comme quand tu mets ce qui te reste de côté à la fin du mois. Mais ce système a été conçu pour un corps qui bouge, qui récupère, qui alterne entre effort et repos. Et c'est là où le contexte moderne change absolument tout. Parce qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, le glucose arrive dans un corps qui est déjà à la ramasse complet. Un corps sédentaire, donc avec une faible activité musculaire qui donc consomme peu de glucose, sous-alimenté à cause d'une irrépressible envie de perdre du poids, par exemple, avec une mauvaise répartition protéines, glucides, lipides, stressé en permanence avec un cortisol élevé, privé de sommeil et dans le contrôle permanent. Et fatalement, dans ces contextes-là, le sucre ne peut pas être géré de façon optimale. Encore une fois, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que le corps est déjà en difficulté. Par exemple, une étude qui a été publiée dans The Lancet a montré que chez des adultes en parfaite santé, le simple fait de dormir trop peu pendant plusieurs nuits consécutives suffit à dérégler significativement la gestion du glucose. À alimentation identique, on observe une diminution de la sensibilité à l'insuline de l'ordre de 30 à 40%, une réponse métabolique comparable à celle observée chez des personnes en prédiabète. Pour récapituler un petit peu tout ça, le simple fait de pas assez dormir pendant plusieurs nuits fait que vous allez moins bien gérer le glucose, au même titre que des gens qui sont prédiabétiques. Même alimentation, même quantité de sucre, mais un corps fatigué. C'est pas ce que vous avez mangé qui a changé, c'est l'état du corps qui reçoit l'information. D'autres travaux en endocrinologie montrent que lorsque le corps est soumis à un stress chronique, il libère des hormones dont le but est très clair, mobiliser de l'énergie rapidement. Le problème, c'est que ce signal pousse les cellules à libérer du glucose dans le sang, tout en rendant ces cellules moins réceptives à ce glucose. Du coup, à alimentation identique, le corps gère moins bien le sucre simplement parce qu'il est dans un état d'alerte permanent. Imaginez maintenant que à la fois vous dormiez trop peu et qu'en plus vous soyez dans un état de stress chronique. Encore une fois, le glucose n'a pas changé, le signal n'a pas changé, c'est une question de terrain. C'est pour ça que réduire la question du sucre uniquement à ce qu'il y a dans l'assiette, c'est minimiser la réalité. Parce que le corps ne réagit jamais dans le vide, il réagit toujours en fonction d'un contexte. Mais comme le sucre, c'est le seul élément visible de la chaîne, c'est lui qu'on accuse. À partir de là, la réaction est souvent la même, si le problème c'est le sucre, plus qu'à le supprimer. Sauf que c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Vous dire que supprimer le sucre est une erreur va peut-être vous paraître complètement fou, même si ça devrait être un peu moins le cas avec tout ce que je viens de vous raconter. Alors laissez-moi en rajouter une petite couche. Le problème avec le fait de vouloir supprimer le sucre, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence. Alors on supprime d'abord le sucre, puis les desserts, puis les glucides, et parfois même les fruits. Sur le court terme, ça peut donner l'illusion que ça marche. Moins de glucose qui arrive, moins de symptômes. Mais le problème de fond, le terrain, n'est pas réglé pour autant. Et dans la majorité des cas, ça va même l'aggraver. Parce que quand tu retires les glucides, ton corps va devoir fabriquer du glucose tout seul, à partir de lipides ou de protéines, dans un contexte déjà défavorable. C'est comme demander à ta voiture de rouler, alors que la vidange n'est pas faite, qui a 3 pneus crevés, et qu'il reste un fond d'essence dans le réservoir. Ça va être compliqué. Alors au début, ça va tenir, encore une fois parce que ton corps a une incroyable capacité à s'adapter. Puis ton organisme va devenir de plus en plus instable, et ça va finir par encore plus de fatigue, encore plus de stress, encore plus de fringales. Et surtout, on finit par perdre confiance en son propre corps. On mange plus pour nourrir un système, on mange pour éviter une réaction, pour éviter un pic d'insuline, pour éviter de prendre du gras, pour éviter de faire une erreur. Et à ce stade, le sucre n'est plus un aliment, c'est devenu un déclencheur émotionnel. C'est là que tout se rejoint. 2 personnes peuvent manger exactement la même chose. Chez l'une, énergie stable, pas de stockage, satiété, clarté mentale. Chez l'autre, fringale, fatigue, stockage. La différence n'est pas dans l'assiette, elle est dans l'état métabolique du corps. Vous savez cette fameuse phrase « Ah, je comprends pas, elle peut manger n'importe quoi, elle prend pas 1 gramme, moi, je regarde un pain au chocolat, je prends 3 kilos direct. » Ça n'a rien à voir avec la génétique. C'est une question de contexte physiologique. Alors si un jour vous vous faites cette réflexion et que vous trouvez ça injuste, dites-vous qu'on peut pas comparer l'incomparable. Peut-être que vous dormez moins parce que vous avez un enfant en bas âge, et que c'est pas son cas. Peut-être que vous avez une grosse échéance au travail qui génère beaucoup de stress chez vous, et que c'est pas son cas. Peut-être que vous avez passé 10 ans, 20 ans de votre vie à essayer de perdre du poids, ce qui a inévitablement fragilisé votre système, et que c'est pas son cas. Bref, la solution à cette énigme est presque toujours la même. Le contexte. Et tant qu'on n'essaiera pas de stabiliser le sommeil, le stress, l'activité musculaire, la relation à la nourriture, supprimer un aliment ne fera que déplacer le problème, ou l'empirer. Parce qu'à force de diaboliser le sucre, de contrôler chaque réaction,
de chercher à supprimer des aliments ou à trouver la méthode parfaite, on perd un élément essentiel, la confiance qu'on accorde à son propre corps. Et vous savez quoi? Selon moi, c'est ça le vrai ennemi du changement durable. Le problème n'est pas que les gens mangent mal, qu'ils font pas d'efforts ou qu'ils manquent de volonté, même si parfois c'est le cas. Le vrai problème, c'est qu'ils ont plus confiance en leur propre corps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans leur corps comme dans une machine défectueuse, quelque chose qui stocke trop facilement, qui réagit mal au sucre, qui fait des fringales sans raison et fatigue pour rien. Et toutes les méthodes qu'on voit circuler aujourd'hui, tous les régimes renforcent cette logique. Ils disent, parfois explicitement, parfois implicitement, ton corps ne sait pas faire, tes sensations ne sont pas fiables, tu dois suivre cette méthode. Et plus tu échoues à tenir la méthode en question, plus tu conclus que le problème, c'est toi. On est parti d'une question simple. Qu'est-ce que le corps fait vraiment du sucre? Et ce qu'on a découvert, c'est que le sucre en lui-même n'est jamais vraiment le problème. Le problème, c'est qu'on a confondu une molécule essentielle du vivant avec le contexte dans lequel on la consomme. On a confondu le carburant avec l'état du moteur. Et tant qu'on confond les deux, on se trompe de combat. Vous savez maintenant que physiologiquement, du sucre, c'est du sucre. Vous savez que ce qui change, c'est pas la molécule en elle-même, mais l'état du corps dans lequel elle arrive. Vous savez qu'un corps stressé, fatigué et sous-alimenté ne gère pas de la même façon le glucose qu'un corps qui bouge et qui récupère. Et vous savez surtout que quand votre corps réagit mal, c'est pas un échec. C'est même pas qu'il réagit mal d'ailleurs, c'est juste qu'il s'adapte. Il fait de son mieux avec ce qu'on lui donne. Et c'est précisément pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. Pas pour vous donner une règle de plus, pas pour vous dire quoi manger ou pas manger, pas pour vous vendre une méthode, mais pour tenter de vous aider à comprendre. Parce que la peur vend, la confusion entretient la dépendance, et la simplicité, elle, ne fait pas tourner une industrie tout entière. Je dis pas que cette industrie vous veut forcément du mal. Je dis juste qu'un système fonctionne mieux quand les gens doutent, plutôt que quand ils comprennent. Et comprendre, c'est pas un luxe, c'est pas réservé aux experts. C'est la base pour arrêter de vivre son alimentation dans la peur, la culpabilité et le contrôle permanent. Le sucre n'est pas un ennemi, l'insuline n'est pas un poison, les fringales ne sont pas un manque de volonté, ce sont des réponses à un contexte. Et peut-être que le vrai changement ne commence pas quand on supprime quelque chose de plus, mais quand on arrête enfin de se battre contre soi-même.